Le 10 septembre 2025, à l'heure exacte de midi, un calme trompeur régnait dans la cour baignée de lumière dorée de Matignon. Le parvis, théâtre silencieux d'innombrables scènes de pouvoir, était désormais le centre de toutes les attentions médiatiques. Les objectifs pointés, le pays retenait son souffle. Pourtant, nul ne soupçonnait que les 7 prochaines minutes allaient tout bouleverser. François Bayrou, figé dans une posture solennelle, un sourire aussi insaisissable qu'un clin d'œil d'histoire aux lèvres, s'apprêtait à passer le relais. Dans sa manche, un scénario ficelé dans les moindres détails depuis son éviction spectaculaire 2 jours plus tôt. Ce qu'il ignorait, c'est que son remplaçant, Sébastien Lecornu, n'était pas dupe. Il avait déchiffré la manœuvre et comptait bien transformer ce moment symbolique en acte de puissance. Un acte qui marquerait durablement les esprits et les journaux du pays. La nuit précédant la cérémonie, dans les salons feutrés de l'Élysée où les dorures masquent à peine les inquiétudes, 2 silhouettes se faisaient face. Emmanuel Macron, visage creusé par l'usure du pouvoir et les mois de tempête, fixait son ministre de la Défense avec la gravité d'un général avant la bataille. Les lumières chaudes du bureau dessinaient des reflets d'ombre sur les visages de présidents révolus accrochés au mur. « Tu sais ce que François mijote pour demain, n'est-ce pas ?» lança-t-il, les yeux perçants comme des projecteurs. Adossé à la fenêtre, Sébastien Lecornu contemplait les jardins noyés dans l'obscurité. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard franchissait les grilles au-delà des haies jusqu'à cette France lasse, exaspérée par les revirements incessants de ses dirigeants. Enfin, il murmura comme une évidence « Il veut me piéger. Il va sortir le grand jeu. Émotion, pathos, hommage à ses principes. Il va s'ériger en victime sacrée de la République. » Macron approuva d'un lent hochement de tête. Bayrou, il le connaissait par cœur. Compagnon d'armes autrefois, tacticien blessé aujourd'hui. La politique, après tout, n'épargne pas les sentiments. « Il saigne, » reprit le président. « Il vient de se faire désavouer par 364 députés. Jamais un chef de gouvernement n'avait été renversé comme ça sur sa propre initiative. Il ne partira pas en silence. » Lecornu pivota, le visage fermé, l'expression impassible. À 39 ans, il s'apprêtait à entrer dans l'histoire comme le 5e premier ministre nommé par Macron en moins de 2 ans. Non pas une preuve de stabilité, mais l'illustration cinglante d'un régime vacillant. Il répondit d'une voix assurée, tranchante comme un ordre militaire. 3 ans à piloter la défense pendant le plus grand désordre géopolitique du continent. Je pense pouvoir survivre à un discours de 7 minutes de François Bayrou sur le perron de Matignon. Pendant que l'Élysée bruissait de calculs politiques, personne, pas même Macron ni Lecornu, ne se doutait qu'à quelques kilomètres de là, dans un appartement discret du 7e arrondissement, François Bayrou peaufinait son dernier acte. À 74 ans, les traits marqués par 9 mois d'épuisement parlementaire, le vieux lion du modem relisait pour la 10e fois ses notes griffonnées avec l'obsession d'un dramaturge en quête de sa tirade parfaite. Le scénario était d'une simplicité redoutable. Un discours solennel, teinté de bienveillance, offert à son successeur comme un présent. Il y parlerait d'unité, de renouveau, d'aide généreuse. Mais chaque phrase, chaque mot serait taillé pour faire glisser Lecornu dans une impasse politique. Dans ce théâtre soigneusement orchestré, Bayrou endosserait le rôle du patriarche sage transmettant la flamme à un jeune fougueux encore vert. Une mise en scène morale où le vieux mentor garde la hauteur et où le novice, quoi qu'il dise, paraît petit. 3 mots. C'était l'ossature du piège, murmuré à voix basse dans le silence de la nuit. Aider, rassembler, inventer. Ces 3 verbes, anodins en apparence, étaient en réalité des projectiles rhétoriques. Le premier, aider, glissait subtilement l'idée que Lecornu n'y arriverait pas sans lui. Le second, rassembler, rappelait les nobles efforts de Bayrou. Et son échec, non par incompétence, mais par excès de sagesse dans un monde trop divisé. Le dernier, inventer, visait plus haut. Il insinuait que la politique actuelle, celle de Macron, dont Lecornu était l'émanation directe, n'avait plus d'avenir. Un chef-d'œuvre d'ambiguïté politique. Et dans ce stratagème finement huilé, tout était prévu. Accepter l'offre,
c'était tendre la main à l'ombre tutélaire de Bayrou et paraître dépendant. La refuser, c'était renvoyer l'image d'un jeune loup présomptueux. Quelle que soit sa réponse, Lecornu perdait. Et Bayrou, lui, assurait sa survie médiatique. Il ne comptait pas finir comme Barnier, relégué aux marges de l'oubli. Non, il comptait rester au cœur du jeu, en sage incontournable dont le nom réapparaîtrait à chaque crise. Il n'était pas prêt à disparaître. Ce que François Bayrou ne pouvait deviner, c'est qu'au même instant, loin des dorures parisiennes, dans la maison modeste de son enfance en Normandie, Sébastien Lecornu peaufinait une toute autre partition. Loin d'avoir le souffle lyrique des tribuns à l'ancienne, il ne maniait ni l'art du verbe fleuri, ni les envolées interminables chères aux vétérans de la politique. Mais il possédait autre chose, une redoutable efficacité, un talent brut pour trancher là où d'autres tournent autour du pot. Là où Bayrou alignait des envolées en cascade, lui préparait des rafales de clarté. Sur une simple feuille blanche, il inscrivit « Pas de grand discours ». 4 mots, comme une déclaration de guerre à l'emphase inutile. Ce serait le socle de sa stratégie. Tandis que l'un empilait les paragraphes comme des briques d'un monument à sa propre gloire, l'autre ciselait des phrases brèves, nettes, qui claqueraient comme des gifles dans le grand théâtre de la République. Une rhétorique minimaliste, mais calibrée pour frapper fort, précisément parce qu'elle rompait avec le bavardage institutionnalisé. Le 10 septembre au matin, Paris s'éveilla sous un ciel hésitant, entre 2 humeurs. Dans les rues de la capitale, les premières grappes de manifestants du mouvement Blocou s'agrégeaient silencieusement. Née sur Internet durant les chaleurs estivales, cette contestation visait tout. La rigueur budgétaire, Emmanuel Macron et plus encore l'architecture entière du pouvoir. L'État, prévoyant une journée agitée, avait déployé 80 000 policiers à travers le territoire. L'air était électrique. À 11h30, une berline noire aux vitres opaques s'engouffra dans la cour de Matignon. À son bord, François Bayrou. Quelques voix s'élevèrent déjà. « Démission !» criaient certains, ignorant ou feignant d'ignorer qu'il n'était plus Premier ministre. L'ironie flottait dans l'air comme une mauvaise blague trop répétée. À l'intérieur, Bayrou retrouvait une dernière fois Sébastien Lecornu. 50 minutes, porte close. Personne ne sait vraiment ce qui s'y est dit, hormis un huissier discret venu servir du café. D'après ceux qui en savent un peu plus, le ton fut lourd. Bayrou, visiblement en quête de réhabilitation, tenta de justifier sa chute. Les chiffres, les trahisons, l'impasse politique. Lecornu, lui, se contenta d'un silence poli, presque clinique. Peu de mots, presque pas de notes. Un silence qui parlait à sa place. À midi tapante, les 2 hommes franchirent ensemble la porte menant à la cour. Derrière les barrières, les micros, les caméras, les chaînes nationales, TF1, France 2, M6 et tout l'arsenal de l'info en continu. Rien ne devait échapper à cette séquence historique. Bayrou, costume anthracite, cravate bleue, visage figé dans ce mélange de sérénité calculée et de gravité étudiée qu'il maîtrisait comme un vieux comédien son ultime scène, s'approcha du pupitre. Il inspira profondément. « Monsieur le Premier ministre », commença-t-il, en adressant un regard mesuré à Lecornu. « La France traverse une phase à la fois cruciale, exigeante et périlleuse. 3 adjectifs soigneusement choisis pour donner du poids, du drame, de la tension. » Puis va l'attaque feutrée. « 3 mots me viennent à l'esprit, » enchaîna-t-il, prenant cette voix de maître d'école qu'il affectionne tant. « Aider. Rassembler, inventer. » Le décor était posé, le piège parfaitement huilé. Aider, un mot qui sonnait comme une offre, mais suintait la condescendance. L'aîné tendant la main au novice. « Mon aide, celle de mes équipes, vous est acquise, » ajouta-t-il, enveloppant son parti dans une aura de sagesse et d'expertise inébranlable. Rassembler. Cette fois, le coup était plus subtil. Il glissait, mine de rien, un rappel de sa propre tentative, noble mais vaine, d'union. Il ne s'était pas planté, sous-entendait-il. C'est la France qui était devenue impossible à unir. Inventer. La touche finale, la plus acide. Nous devons créer un avenir nouveau, mais à partir du réel. Une pique déguisée, à peine masquée. Le message ?
Ceux qui refusent de voir la réalité, autrement dit Macron et ses hommes, courent à l'échec. Le Cornu, lui, en faisait désormais partie. Macron et les siens, corps et âme immergés dans une abstraction hors sol, semblaient incapables de poser un regard clair sur la réalité brute. Prisonniers de concepts, ils naviguaient à vue dans une mer d'idéologie. À l'inverse, Bayrou se présentait comme l'homme des faits, l'homme de terrain, le praticien du concret. Son discours s'étira sur 4 longues minutes, un autoportrait soigné où il se peignait en serviteur loyal, lucide, blessé, mais debout. Malgré le coup porté, il se disait encore prêt à servir. Il termina sur une note lumineuse, mesurée, calibrée pour l'oreille publique. Je ne peux pas croire que la France restera à jamais enfermée dans les querelles, les cris et les violences. Puis le silence. Il pivota vers le Cornu, le sourire fin, presque imperceptible. Le piège était armé, car voilà, si le Cornu remerciait trop chaleureusement, il passerait pour un subalterne. S'il se lançait dans une réponse longue, il tomberait dans le même travers que son prédécesseur, celui d'un monde politique qui s'écoute parler. Pourtant, sans hésiter, le Cornu s'avança. Pas de feuilles, pas de notes, aucune anti-sèche. Rien que lui, vêtu d'un costume gris austère et cette lueur farouche dans le regard qui ne le quittait jamais. Il n'était pas là pour jouer un rôle. Il venait répondre à sa manière. Il planta d'abord ses yeux dans ceux de Bayrou, jeta un regard bref aux caméras, puis retourna à l'ancien Premier ministre. 3 secondes de silence. 3 secondes suspendues, lourdes, presque insoutenables pour les journalistes en alerte maximale. Et puis le Cornu prit la parole. « Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers compatriotes. » Sa voix était nette, posée, sans tremblement. Puis le couperet tomba. « Je n'ai pas l'intention de vous faire un long discours. » Et là, la première gifle politique fut donnée. Une phrase sèche, ciblée, sans fioriture. Un missile envoyé à la logorée de Bayrou. Mais au-delà du face-à-face, c'était surtout un message clair lancé au peuple. La récréation oratoire est finie. Place au concret. Il enchaîna avec calme. L'époque que nous traversons, marquée par le désordre institutionnel et l'usure parlementaire, nous impose une attitude faite de retenue et d'humilité. 2 vertus, sobriété et modestie, que Bayrou, sous-entendait-il, n'avait guère incarnées. Rien n'était dit au hasard. Le Cornu n'improvisait pas. Chaque syllabe était calibrée pour frapper sans hausser le ton. Il poursuivit. « Je remercie bien sûr le président de la République pour sa confiance. » Puis, se tournant avec un respect fin vers son prédécesseur, « Mais je tiens surtout à saluer l'aide que vous m'offrez, que je ne décline pas bien entendu, ainsi que le courage admirable avec lequel vous avez défendu vos convictions profondes en tant que citoyen engagé jusqu'à votre toute dernière minute ici, à Matignon. » Un compliment en surface, un tir chirurgical dans le sous-texte. « Un courage remarquable », lança le Cornu. À Matignon, ces mots claquèrent comme une tape bien placée sous couvert de bienséance. Cela sonnait comme un hommage, mais c'était une mise au point. Plutôt que de louer un bilan, il saluait l'effort. Le message était limpide. Bayrou s'était battu vaillamment, certes, mais sans victoire au bout. Et ce choix de mots n'était pas anodin. En évoquant les convictions profondes de militants, le Cornu reclassait subtilement Bayrou, non plus en homme d'État, mais en idéaliste, un militant plus préoccupé par ses principes que par l'intérêt collectif. C'était fin, presque invisible pour les téléspectateurs. Mais dans les couloirs de la République, c'était un uppercut verbal. Et Bayrou, lui, sentit l'impact. Son rictus se crispa. Il comprit. Le jeune qu'il pensait encadrer venait de retourner la scène contre lui à coups de phrases chirurgicales. Puis le Cornu ajouta, faussement humble, « Moi aussi je crois en une certaine forme de justice, celle qui finit par rendre à chacun ce qui lui est dû. » Et le coup de grâce tomba dans la phrase suivante. « Et je le dis en tant que votre cadet, Monsieur le Premier ministre. » Votre cadet, autrement dit, le futur face au passé.
L'alternance générationnelle venait d'être officialisée. Bayrou venait de se faire symboliquement reléguer au rang d'archive. Et ce qui rendait le tout encore plus redoutable, c'est que tout était dit avec un calme impeccable, un ton respectueux à la limite du cérémonial. C'est précisément cette élégance qui rendait les coups plus durs à encaisser. Puis le cornu passa à la suite. Et là, ce furent les mots qui allaient enflammer les médias. Le second point que je veux partager avec les Français, c'est simple. On va y arriver. Oui, on va y arriver. 4 mots, pas plus. Une formule limpide, martelée 2 fois pour rassurer un pays fatigué. Fini les discours conditionnels, les si, les à condition que. Il ne promettait pas des miracles, mais affirmait que la route serait franchie. Il poursuivit, sûr de lui. Je suis convaincu qu'aucun chemin n'est impraticable. Et là encore, la cible était claire. Bayrou. Lui avait passé 9 mois à expliquer les blocages, les résistances, les impossibles. Le cornu, lui, renversait la table. Tout est difficile, mais rien n'est hors de portée. Le ton avait changé, le style aussi. L'époque venait de basculer. Puis arriva l'instant que la scène politique française ne pourrait plus jamais ignorer. Celui qui fit vaciller les piliers du vieux monde. Le cornu redressa légèrement les épaules, planta son regard dans celui de Bayrou et lança, d'un ton qui prenait de l'ampleur, « Il va falloir du changement. » Le choc était lancé, sobre mais décisif. Et dans la foulée, il précisa, sans hausser le ton, davantage de créativité, plus de technicité et surtout un sérieux accru dans notre manière d'interagir avec nos oppositions. 3 adjectifs, énoncés sans colère, mais chacun portait une lame. En creux, il dessinait le portrait inversé du gouvernement sortant. Pas assez imaginatif, trop approximatif et trop léger dans l'adversité. Ce n'était pas un discours. C'était une dissection chirurgicale, emballée dans le papier cadeau d'un programme. Et le cornu n'en avait pas fini. Il lâcha ensuite le mot qui fit gronder les murs. Il faudra des ruptures. Ce terme dans le vocabulaire politique hexagonal est tout sauf anodin. Il n'annonce pas une évolution, mais une refondation. C'est le mot qu'on sort quand on veut brûler le passé pour bâtir autre chose. Sarkozy l'avait dégainé en 2007. Le cornu le recyclait à sa manière, et le message était limpide. Il poursuivit, plus tranchant encore. Pas uniquement sur les apparences, ni sur les façons de faire. Il faut rompre aussi sur le fond. C'était acté. Face aux caméras du monde entier, le cornu venait de livrer un constat glacial. Tout ce qui avait été mis en place jusqu'ici, que ce soit par Bayrou, Barnier ou même les gouvernements précédents, était à reconsidérer. Ce n'était pas une critique, c'était une réinitialisation. Et le plus spectaculaire? Cela ne dura que 2 minutes 30, contre les 4 longues minutes d'autocélébration de Bayrou. Mais en 150 secondes, le cornu n'avait pas seulement répondu, il avait démonté, pièce par pièce, le piège qui lui avait été tendu. Il n'avait pas joué le jeu du duel verbal. Il avait imposé son tempo, affirmé sa ligne et tourné la page. Bayrou, figé à côté, ne souriait plus. Son visage était fermé comme une porte qu'on ne rouvre plus. Il avait compris. Le jeune qu'il croyait piégé venait de transformer la scène en manifeste. Et lui, il n'en était plus que le figurant. Le plan de Bayrou pour s'ériger en figure tutélaire, pour devenir le vieux sage guidant dans l'ombre le nouveau premier ministre, venait de s'effondrer comme un château de cartes. Le cornu n'avait ni saisi la main tendue, ni rejeté brutalement l'offre. Il avait tout simplement dévié le tir. Il avait changé le sujet. Plutôt que de répondre au piège, il avait déplacé l'échiquier. La cérémonie s'acheva par une poignée de main réglementaire, expédiée devant les caméras comme une signature obligatoire. Puis, sans fanfare ni regards échangés, les 2 hommes regagnèrent les salons de Matignon pour liquider les dernières tâches administratives. Mais à peine les portes refermées, Internet s'embrasa. Sur Twitter, le hashtag je suis rupture le cornu, grimpant en flèche, propulsé au sommet des tendances. Les analystes politiques, d'abord surpris par la concision du discours, se mirent à le décortiquer avec la précision d'un horloger.
Une masterclass de communication politique, s'enflammant un éditorialiste du Monde. En 150 secondes, il a fait ce que d'autres peinent à faire en 2 heures. Sur BFM, un chroniqueur souligna: « Ce qui frappe, c'est l'absence totale du pronom « je ». Il dit « on va y arriver »,« il va falloir », jamais « je veux » ou « je ferai ». C'est collectif, pas narcissique. Les chaînes d'infos en boucle rediffusaient la séquence. Le ton calme, les gestes posés, l'absence de notes, l'assurance maîtrisée. Rien n'était laissé au hasard. Le Cornu projetait une autorité discrète, une fermeté sans arrogance. Et puis, il y avait cette phrase qui avait glacé le microcosme. Des ruptures sur le fond. Les spécialistes n'avaient pas besoin d'un dessin. Le Cornu ne promettait pas de nouveaux outils pour un vieux projet. Il changeait le projet. Il ne voulait pas refaire la même politique différemment. Il voulait faire une politique différente. Rue de Solferino, dans le siège du Parti socialiste, Olivier Faure regardait la scène sur l'écran plat du bureau. Il fronça les sourcils, pensif. Puis, à mi-voix, il lâcha. Des ruptures sur le fond. Reste à savoir si tout cela relevait de la conviction sincère ou d'un pur coup de com'. Dans les locaux du Rassemblement national à Nanterre, Jordan Bardella gribouillait quelques lignes dans un carnet. À 30 ans, le patron du RN n'était pas dupe. Ce qu'il voyait chez Le Cornu, il le connaissait. Le maniement habile de la rupture générationnelle. Peu après, dans un communiqué parfaitement calibré, il lâcha. Soit il incarne une vraie rupture, soit il subira une censure. Le ton était donné. Le Cornu avait promis du neuf, il serait jugé non sur ses mots, mais sur ses actes. À Matignon, l'atmosphère était tout autre. Dans les couloirs tapissés de silence, François Bayrou faisait ses adieux. Certains ministres avaient les yeux rouges, d'autres la mâchoire crispée. Le sentiment était unanime. Quelque chose de rare venait de se produire. Il nous a humiliés, souffla un conseiller à son voisin. Ce dernier, un vieux briscard de la politique, haussa les épaules. Non, il a été courtois, même élégant, mais d'une franchise impitoyable. Ce n'était pas une gifle, c'était une exclusion. Bayrou, lui, n'ajouta rien, le visage fermé, presque figé. Il serra quelques mains, distribua des accolades mécaniques, puis grimpa dans la voiture officielle. Cap sur Pau, sa dernière terre d'élu. Le moteur rugit doucement, les grilles s'ouvrirent une dernière fois. Et comme il était venu 9 mois plus tôt, François Bayrou s'évanouit de la scène nationale, avec une soudaineté presque théâtrale. À peine la poignée de main protocolaire terminée, Sébastien Le Cornu s'était engouffré dans son bureau et déjà les rouages du pouvoir s'étaient remis en marche. 14h30. Gabriel Attal franchissait la porte, patron des députés Renaissance. 15 minutes plus tard, c'était au tour des Républicains. En fin d'après-midi, 17h30 précise, Édouard Philippe, figure tutélaire et rival potentiel, faisait son entrée. Un ballet politique millimétré, mais dans une ambiance inédite. Car ce 10 septembre, à Matignon, un parfum nouveau flottait dans l'air. Ceux qui venaient défiler n'adoptaient plus les mêmes postures qu'avec Bayrou ou Barnier. Moins de grandes formules, plus de concentration. Ils avaient compris que l'homme assis de l'autre côté du bureau n'était pas là pour bavarder. Il ne cherchait pas à séduire par des effets de manche. Il écoutait, tranchait, avançait. Et le soir venu, la télévision confirma cette impression. À 20h, toutes les chaînes ouvrirent sur la passation de pouvoir. Sur TF1, Gilles Boulot déclara « Une ère se clôt ». En moins de 3 minutes, Le Cornu a fait sentir que le ton allait changer. France 2 ne fut pas en reste. Anne-Sophie Lapix souligna une forme d'austérité verbale presque choquante dans un milieu où la logorée est devenue une seconde nature. Et sur M6, Karim Rizouli appuya là où ça fait mal. Il parle de rupture, très bien, mais lesquelles? Les Français veulent du concret, pas une énième promesse emballée différemment. Et c'est bien là que tout se jouait. Le Cornu avait triomphé sur le terrain de la communication. Il avait capté les caméras, captivé l'opinion, mais ce n'était que l'échauffement. La vraie partie ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, des indiscrétions commencèrent à filtrer,
révélant les coulisses du duel. D'après des proches de Bayrou, l'ancien premier ministre avait passé la veille à peaufiner chaque virgule de son discours. Il avait sollicité ses spin doctors, testé ses envolées oratoires devant le miroir et même minuté chaque phrase. Il voulait que ce moment laisse une trace, qu'on parle encore longtemps de François Bayrou comme du vieux sage quittant la scène la tête haute. Ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que Lecornu jouait une autre partition. Là où Bayrou croyait qu'un discours marquant devait durer, foisonner de références, de figures de style, Lecornu croyait l'inverse. Un discours fort, c'est un discours bref. L'un voulait impressionner, l'autre frapper. Deux écoles, deux époques, deux langages. Quant à leur fameux entretien de 50 minutes à huis clos, il demeure nimbé de mystère. Mais une source bien placée a livré quelques bribes. Bayrou aurait tenté de transmettre son expérience, notamment sur les rouages du Parlement. Il lui a parlé des clans internes, des égos aménagés, des équilibres fragiles, confie cette source. Lecornu écoutait, respectueux, mais on sentait bien que son esprit était déjà ailleurs. Puis vint ce moment révélateur. Bayrou lui aurait lancé « Sébastien, tu verras, ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Le Parlement, ce n'est pas une caserne, on n'y donne pas des ordres. » Et Lecornu, imperturbable, aurait répondu « Je ne compte pas donner des ordres. Je compte bâtir des accords. C'est une autre logique. » Et là, tout était dit. D'un côté, une vision hiérarchique, presque militaire. De l'autre, une approche souple, pragmatique. Deux mondes se croisaient, et celui du plus jeune semblait déjà prêt à prendre le relais. Le 11 septembre, au lendemain d'une passation de pouvoir qui avait électrisé la scène politique, Sébastien Lecornu lançait sans tambour ni trompette son propre marathon politique. Là où ses prédécesseurs auraient pris soin de consulter les chefs de parti un par un, étalant les entrevues sur une semaine entière pour ménager les susceptibilités, lui préféra une approche bien plus directe. Tous dans la même pièce, à la même heure. Renaissance, Modem, Horizon, les Républicains. « On va éviter les répétitions inutiles », glissa-t-il à son équipe. « Si je les vois individuellement, ils vont me vendre chacun leur version, s'opposer dans mon dos. Ensemble, ils seront contraints de clarifier leur désaccord à haute voix. » C'était une prise de risque. Aucun chef de gouvernement n'avait tenté ce genre de huis clos collectif auparavant. Un clash public, des éclats de voix, voire une cacophonie médiatique, le danger était réel. Mais Lecornu n'improvisait pas. Il voulait les pousser dans leur retranchement, provoquer des frictions contrôlées pour faire émerger des compromis tangibles. Pendant 3 heures, les tensions se sont exprimées à voix nue. Désaccords budgétaires, lignes rouges idéologiques, méfiance mutuelle. Et pourtant, au terme de cette séance sous haute tension, quelques lignes de convergence finirent par s'imposer. Maintien des jours fériés, contributions conservées sur les plus hauts revenus et surtout, engagement formel à intégrer la gauche modérée, notamment les socialistes, dans un dialogue régulier. En une après-midi, Lecornu avait accompli ce que Bayrou n'avait même pas effleuré en 9 mois, contraindre les partenaires du pouvoir à se parler franchement, ensemble, et à ressortir de la pièce avec un début de direction commune. Le 12 septembre, Matignon vit défiler les poids lourds syndicaux. CGT, CFDT, FO. Chacun arriva armé de cahiers de doléances à rallonge, gonflés à bloc par la démonstration de force du mouvement Blocus qui avait mobilisé des foules massives 2 jours plus tôt. Les représentants syndicaux étaient persuadés de tenir la main, prêts à dicter leurs conditions. Mais une fois encore, Lecornu les prit à contre-pied. Plutôt que de dérouler la routine bien rodée des rendez-vous individuels, il réunit tout le monde autour d'une même table. Fini les apartés feutrés. Place au collectif. Il lança d'un ton direct, sans effet de manche. « Vos demandes, je les ai toutes épluchées. Et franchement, certaines se contredisent. On veut plus de services publics, mais moins d'impôts? Ce n'est pas de la politique, c'est un tour de magie. Alors on va faire simple. Chacun me donne 3 priorités. 3, pas une de plus. Ensuite, je vous dirai ce qu'on peut faire, vraiment. » Ce style cash et sans détour laissa les leaders syndicaux perplexes. Eux qui avaient l'habitude des ministres qui caressent dans le sens du poil, multiplient les promesses molles, puis enterrent les dossiers sous les calendriers, se retrouvaient face à un homme qui demandait l'impossible. Trier, prioriser, renoncer. En sortant, Sophie Binet, patronne de la CGT, résuma le sentiment général. Sa méthode sort de l'ordinaire. Reste à voir s'il s'y tient.
Dans les rédactions, l'autopsie médiatique de la passation battait son plein. Experts en rhétorique, stratèges politiques et communicants de tout poil se penchaient sur la prestation de Lecornu comme on décortique une scène de crime. Chaque regard, chaque silence, chaque syllabe était passé au crible. Un professeur de Sciences Po lâcha une tribune acérée dans le Figaro. Lecornu a compris ce que la majorité des politiques ont oublié en route. Quand la confiance s'effondre, le silence pèse plus lourd que les discours. Les Français ne veulent plus entendre, ils veulent voir. À l'Assemblée nationale, une nouvelle expression faisait son apparition. L'effet Lecornu. Dans une réunion fermée, Marine Le Pen lança à ses députés « Ce mec, c'est un problème. Il ne trébuche pas, ne s'épanche pas. On ne sait pas où l'attraper. » Mélenchon, fidèle à lui-même, s'enflamma sur X. Lecornu ou Bayrou, même soupe libérale. Macron bricole les visages mais garde le cap. Une motion de censure sera déposée. Pourtant, même chez les Insoumis, certains montraient des signes de doute. En aparté, Manuel Bompard lâcha. Il a l'air de mieux savoir ce qu'il fait que Bayrou. Ça ne va pas être simple de le déstabiliser. Mais tous les regards convergeaient vers l'épreuve du feu. Le budget 2025. C'est là que Bayrou s'était effondré, broyé par un plan d'austérité à 44 milliards d'économies qui avait mis tout le pays vent debout. 5 jours après sa prise de fonction, le 15 septembre, Lecornu convoqua les médias à Matignon. Aucun ministre nommé encore, ce qui commençait à susciter des remous, mais il tenait à fixer le cap budgétaire avant tout. La salle débordait de monde. Micro tendu, caméra alignée, tension maximale. Il entra, seul, une fois encore sans papier. Se plaçant devant le pupitre, scruta la foule, puis lâcha simplement « Je pars d'une page blanche. » Le projet Bayrou est un point de départ, pas une parole d'évangile. Page blanche. En 2 mots, Lecornu venait de balayer d'un revers de main l'héritage de Bayrou, sous les projecteurs. Une désinvolture assumée. Je projette un déficit avoisinant les 4,7% du Pabatas en 2026, déclara-t-il ensuite. C'est quasiment ce que visait M. Bayrou avec ses 4,6%, mais la route que j'emprunterai ne sera pas la sienne. Différente. Voilà le mot qui pesait lourd. un silence tendu, Puis un journaliste de Libération leva la main. « Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de rupture profonde, mais dans les faits, ça signifie quoi? » Lecornu n'éluda pas. « Cela signifie qu'on ne peut plus continuer à faire peser le poids des réformes sur les mêmes épaules. Les classes moyennes et les plus modestes ont déjà donné. La justice fiscale ne sera pas qu'une formule, elle deviendra une pratique. » Les mots « justice fiscale » résonnèrent jusque dans les travées de la gauche. Un journaliste de BFM enchaîna aussitôt. « Comptez-vous instaurer la fameuse taxe Soukman sur les très hauts patrimoines comme le réclame le PS? » Lecornu prit le temps. Un vrai piège politique venait de s'ouvrir. Acquiescer, c'était provoquer un tollé chez les patrons et une partie du camp macroniste. Refuser, c'était fermer la porte à la gauche. « La taxe Soukman est une option à considérer, » répondit-il avec soin. « Mais ce n'est pas l'unique voie. Il existe d'autres instruments fiscaux capables de générer des effets similaires tout en évitant les mêmes complications techniques. » C'était tout un art. Dire sans vraiment dire, esquiver sans fuir, s'engager sans se lier. Une gymnastique verbale maîtrisée à la perfection. Dans la salle, les journalistes saisirent vite. Ce premier ministre savait manier la langue comme une lame, polie mais affûtée. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, dans son bureau ombragé de la mairie d'Autraz, François Bayrou suivait la scène à la télévision. Seul. Les stores tirés, le regard figé. Chaque mot de Lecornu résonnait comme un coup de règle sur les doigts. Page blanche. Autrement. Justice fiscale. En 3 expressions, Lecornu balayait méthodiquement 9 mois de discours technocratiques, de justifications serrées, de pirouettes budgétaires. Bayrou s'était tué à expliquer que les riches contribuaient déjà largement, que l'équité exigeait un effort commun. Et voilà que son successeur, d'un ton calme et assuré, jetait tout cela aux orties. Son téléphone vibra. Jean-Louis Bourlange à l'autre bout du fil, fidèle compagnon de route et député MoDem. « Tu regardes, François?
lança-t-il. Il est en train de démonter tout ce qu'on a construit. Oui, je vois, murmura Bayrou comme à lui-même. Il fait ce qu'il faut pour survivre, rien de plus. Mais nous, avec notre ligne centriste, notre position d'équilibre... Bourlange soupira longuement. La politique, c'est pas la logique, c'est l'arithmétique. Et le Cornu, lui, a compris que sans un appui à gauche, il ne tiendra pas. Nous, on pensait pouvoir jouer avec le RNA. On a mal joué. Un silence gêné s'installa. Puis la voix de Bourlange reprit, plus douce. « Tu regrettes d'avoir déclenché ce vote de confiance ?» Béraud mit un moment avant de répondre. « Non. Je pensais agir avec justesse. Mais j'ai sans doute cru trop fort à ma capacité à imposer ma vision. Le Cornu, lui, ne cherche pas à imposer. Il cherche à fédérer. C'était sans doute le regard le plus perçant porté sur le duel entre deux époques. Bayrott avait voulu régner en chef autoritaire, pensant imposer sa volonté à une assemblée fragmentée. Le Cornu, lui, jouait une toute autre partition, celle du tacticien, du bâtisseur de coalitions mouvantes selon les vents et les sujets. Le 20 septembre, soit 10 jours après avoir hérité des clés de Matignon, il dévoila enfin son équipe. Pas de précipitation, pas de casting Botley. À la différence de ses prédécesseurs qui s'étaient rués sur les nominations comme sur une foire, lui avait pris soin de ciseler son organigramme. Résultat, 22 ministres seulement, une taille modeste si on la compare aux 35 du gouvernement Bayrou. Moins de monde, plus d'impact, lança-t-il, sûr de lui. Certains choix firent parler. Benjamin Mahad, étoile montante de Renaissance, décrocha le portefeuille des armées, succédant à Le Cornu lui-même. À l'économie, Roland Lescure prit les rênes de Bercy, signalant un retour de la rigueur technocratique. Mais c'est la nomination de Catherine Vautrin qui fit le plus de bruit. Propulsé aux affaires sociales, cet élu issu des Républicains, réputé pour ses idées progressistes, fut perçu comme un pont tendu vers la gauche. Un geste symbolique, mais lourd de sens. Le Cornu ne comptait pas gouverner à coups de clivage. Les réactions fusèrent, partagées entre prudence et ironie. « On jugera sur pièce », glissa Olivier Faure, patron du PS. « Pour l'instant, ce sont juste des étiquettes. » Jordan Bardella, sans surprise, dégaina plus vite que son ombre. Un remake de Macron 1 et 2. Rien de neuf, juste du recyclé. Mais c'est un éditorialiste du Monde qui capta le mieux l'essence de cette équipe. Le Cornu a joué la discrétion stratégique. Aucun profil trop idéologisé, aucune tête brûlée. Que des profils techniques, calibrés pour la gestion. Il envoie un message clair. Fini les débats d'estrade, place à la comptabilité nationale. Le 25 septembre, le Cornu fit un choix qui en disait long. Pour sa première apparition télévisée, il ne choisit ni une grande chaîne d'opinion, ni un journal de l'élite. Non, il s'adressa aux lecteurs du Parisien, ce public discret mais central, la France des classes moyennes. Et dès les premières minutes, il frappa par sa sincérité déconcertante. « Je n'ai pas de baguette magique, lâcha-t-il. Je ne vais pas régler tous les maux de ce pays en un trimestre, mais je vais faire le nécessaire pour remettre la machine en marche. » Sur le terrain sensible de la fiscalité, il navigua habilement. La taxe Zuckman dans sa version actuelle, non. Mais une contribution accrue des très hauts revenus, oui. Ce n'est pas pareil. Côté retraite, terrain miné s'il en est, il assuma. La réforme de 2023 ne serait pas enterrée. En revanche, les modalités restaient ouvertes à la concertation. Un équilibre subtil entre cap maintenu et oreille tendue. Ironie du calendrier, au même moment, François Bayrou, lui, s'exprimait au micro de France Inter. Et là, le contraste était saisissant. Là où le Cornu tranchait net, Bayrou s'égarait dans les méandres intellectuels. Histoire, philosophie, civilisation, tout y passait. Vous comprenez, la crise actuelle dépasse les simples enjeux budgétaires. Nous vivons une bascule civilisationnelle, s'emballa-t-il. Le journaliste, visiblement pressé, l'interrompit. « Monsieur Bayrou, revenons à votre motion de confiance. Avez-vous des regrets ?» Le visage de Bayrou se tendit, piqué dans son orgueil. « Regretter ? Non. J'ai agi selon mes convictions. On ne peut éternellement vivre au-dessus de ses moyens.
J'ai voulu forcer une prise de conscience. Ils ont préféré fermer les yeux. Pourtant, M. Lecornu semble réussir à bâtir des compromis que vous n'aviez pas trouvés, relança le journaliste. Un silence s'installa, long, pesant. Puis Bayrou reprit, un brin amer. Lecornu est capable, c'est certain. Il a pour lui l'élan de la nouveauté. Les gens veulent croire à ce souffle. S'il réussit là où j'ai trébuché, tant mieux. Les auditeurs attentifs de France Inter n'étaient pas dupes. Derrière les phrases polies et les analyses calmes, Bayrou laissait transparaître un goût amer. Il n'avait pas digéré la défaite, pas vraiment. Puis, le 1er octobre, le rideau se leva sur l'acte le plus attendu. Le dépôt du tout premier budget signé Lecornu à l'Assemblée nationale. Un texte habile, cousu main, entre concessions calculées et prudence politique. Le chiffre magique ? 40 milliards d'économies. Moins sévère que les 44 annoncés par Bayrou. Des hausses ciblées pour les hauts revenus, une rationalisation dans les services publics, mais sans saigner dans les effectifs. L'équilibre délicat d'un projet qui ne vise pas l'utopie, mais l'atterrissage en douceur. Ce n'est pas le rêve fiscal, c'est le budget du réalisable, lança Lecornu dans l'hémicycle. Pas celui qu'on écrirait dans l'absolu, mais celui qu'on peut faire voter ensemble. Le débat démarra sous haute tension, certes, mais sans l'ambiance de champ de bataille qui avait entouré la tentative avortée de Bayrou. Olivier Faure, pour le PS, afficha une vigilance ouverte. Il analyserait chaque ligne, mais pas de veto automatique. Le RN, prudent, choisit d'attendre les amendements, Marine Le Pen appelant à « voir venir ». Seule la France insoumise campait sur ses positions. Manuel Bompard dénonçant un budget austère grimé en compromis social. Mais cette fois, les calculs jouaient pour Lecornu. L'axe central, Renaissance, Modem, Horizon, pouvait compter sur les Républicains et une abstention tactique des socialistes. Le scénario d'un budget adopté sans passer par le 49,3 n'était plus une illusion. Ce serait une première depuis que Macron était à l'Élysée. Le 5 octobre, un tremblement de terre politique secoua les travées feutrées de la République. Contre toute attente, François Bayrou annonça son retrait de la scène nationale, préférant se recentrer sur sa mairie de Pau. Dans une lettre solennelle publiée dans le journal du dimanche, il confia « J'ai donné à la France ce que je pouvais. Il est peut-être temps de passer le flambeau. Mes convictions restent intactes, mais c'est désormais ma ville, cette terre qui m'est chère, qui m'appelle. » Officiellement, un choix de cœur. Officieusement, un adieu sans dire le mot. Tout le monde comprit, Bayrou tirait sa révérence. L'onde de choc ne tarda pas. Dans le microcosme parisien, l'annonce résonna comme un coup de gong. Une page de la politique française se tournait. L'homme qui avait incarné le centre pendant des décennies s'effaçait. Ce soir-là, Lecornu réagit avec sobriété. Je rends hommage à l'engagement remarquable de François Bayrou. Il a œuvré pour le dialogue républicain et le dépassement partisan. Une formule élégante, sans excès, presque clinique. Certains y virent un manque de chaleur. D'autres, une volonté assumée d'écrire un nouveau chapitre. 5 jours plus tard, jour pour jour après son entrée officielle à Matignon, les premiers baromètres d'opinion tombèrent. Lecornu affichait 38% de soutien. Pas une explosion, mais un score plus qu'honorable dans une France fracturée. Plus marquant encore, 52% des sondés estimaient qu'il ferait un bon, voire très bon Premier ministre. Soit 10 longueurs d'avance sur Bayrou au même stade. Dans les rues, la pression du mouvement Blocou s'évaporait peu à peu. Les cortèges fondaient, les pancartes s'effaçaient. Là où Bayrou avait échoué à calmer la fronde sociale, Lecornu, lui, avait su désamorcer la colère par le tempo et l'écoute. Il a pigé l'essentiel, affirmant un sociologue dans les colonnes des Échos. Les Français n'exigent pas des miracles, juste des dirigeants qui tendent l'oreille sans hypocrisie et qui agissent sans faire du théâtre. Lecornu, lui, fait les deux. Le 15 octobre, en déplacement à Lyon, Lecornu fut interpellé par un journaliste régional sur sa supposée rivalité avec Bayrou. « Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué la notion de rupture lors de votre entrée en fonction. Certains y ont vu un tacle déguisé envers François Bayrou. » Une réaction? Lecornu s'arrêta un instant, esquissa un demi-sourire et répondit avec ce mélange de calme et de franchise qui est devenu sa marque.
J'ai beaucoup d'estime pour François Bayrou, mais on peut respecter un homme sans pour autant suivre ses pas. Les ruptures que j'évoquais ne ciblent pas des individus, mais des habitudes de gouvernance. La France n'a plus le luxe de se contenter de beaux discours sans suite. Une réponse tout en diplomatie, mais dont le fond résonnait comme un constat implacable. Parler ne suffit plus. Agir est devenu une urgence. Le 3 novembre, après 8 semaines de tractations, d'amendements et de débats enfiévrés, le budget Lecornu passa enfin l'épreuve du feu à l'Assemblée. Résultat, 509 pour, 125 contre, 25 abstentions. La motion de censure fut balayée. Une première depuis le début du mandat Macron. Un budget voté sans avoir à dégainer le 49,3. Ce soir-là, dans la pénombre de son bureau de Matignon, Lecornu contemplait les jardins plongés dans le silence. Il repensait à ce fameux 10 septembre, à la tentative de déstabilisation de Bayrou, à ces 2 minutes et demie qui avaient redéfini sa trajectoire. Son téléphone vibra. Un message s'afficha. Emmanuel Macron. Bravo, mission accomplie. Lecornu esquissa un rictus. Accompli? Pas encore. Il avait simplement évité le naufrage initial. La route restait longue. Mais au moins, il l'avait tracée lui-même. Sans emphase, sans promesses grandiloquentes. Juste avec de la rigueur, de la constance et ce sens de l'efficacité que l'ancienne génération semblait avoir perdu en chemin. Dans le calme feutré de son bureau à la mairie de Pau, François Bayrou appuya sur la télécommande. L'écran s'éteignit, emportant avec lui les applaudissements lointains du vote budgétaire. il se redressa lentement, comme si chaque année de ses 71 ans tirait un peu plus sur ses épaules fatiguées. Son regard se posa sur le mur tapissé de souvenirs. Photos jaunies, accolades officielles, campagnes électorales. Un demi-siècle de vie publique figé dans des cadres. Il murmura comme pour solder ses comptes avec lui-même. Ce que Lecornu a saisi et que moi je n'ai jamais vraiment su intégrer, c'est que dans la politique d'aujourd'hui, les grandes envolées ne valent rien sans livrer les résultats. Puis, d'un geste lent, il éteignit la lampe de son bureau et s'engouffra dans l'obscurité béarnaise. Le rideau était tombé sur sa carrière nationale. Et malgré la douleur sourde de l'échec, au fond, il en avait conscience. C'était la fin. Peut-être même que c'était juste. Le pays avait tourné la page. Il lui fallait désormais de nouveaux visages, une autre manière de faire, un langage qui parle moins et qui fait plus. Ce 10 septembre 2025, devant les marches de Matignon, en à peine 7 minutes, tout le monde avait saisi l'essentiel. La rupture n'était plus un mot creux. Elle s'incarnait. Bayrou, stratège jusqu'au bout, avait tendu un piège d'école. Mais Lecornu ne s'était pas contenté de le déjouer. Il l'avait retourné à son avantage en tremplin. Et dans une France lasse, malmenée par les turbulences politiques, ce geste-là, simple et maîtrisé, avait rallumé chez certains une étincelle qu'on croyait perdue. L'espoir.